Pascal Dupuis, je suis en charge de l'ingénierie territoriale au CRT Occitanie, plus spécialement sur la question du développement de l'offre d'hébergement marchand en région. L'idée de cette mini-conférence est de vous proposer, de vous présenter dans une démarche qui est vraiment une démarche de proposition, plus que de vous présenter un plan d'action. C'est une démarche de proposition sur le sujet de la thématique de comment venir arriver à attirer des investisseurs ou des exploitants ou des porteurs de projets dans le domaine de l'hébergement marchand en région, et comment arriver à les faire s'implanter, parce que souvent, vous allez le voir, la principale problématique n'est pas nécessairement que nous n'ayons pas d'investisseurs ou de porteurs de projets, mais la difficulté est souvent de trouver les moyens et les endroits où les implanter. L'hébergement marchand, et ça c'est en guise d'introduction, l'hébergement marchand est au cœur de l'attractivité des destinations. Aujourd'hui, on se rend compte que l'offre et la qualité d'offre de l'hébergement marchand participent très fortement au choix des destinations par les clientèles touristiques. On a notamment une étude qui a été très récemment publiée par l'ANET, l'Association nationale des élus territoriaux, qui a été commandée à l'Institut de sondage IFOP, sur les pratiques touristiques dans 10 ans. Et on se rend compte que près de 6 clients ou 6 touristes sur 10 privilégient des destinations en fonction de l'offre d'hébergement marchand qu'elles y trouvent, au contraire et pas nécessairement en fonction. Cette offre d'hébergement marchand arrive en premier dans la liste avant les activités qui peuvent se dérouler sur le territoire. Et donc c'est vraiment important de voir que cette qualité-là, elle est vraiment fondamentale dans l'attractivité, dans le choix des touristes. Il faut savoir que les Français, contrairement à ce qu'on peut croire également, les Français ne privilégient pas nécessairement l'offre Airbnb. Les Français privilégient l'hôtellerie de plein air, les résidences secondaires évidemment, et on en a énormément en Occitanie, mais pas nécessairement Airbnb. Et le grand public, dans ses choix, privilégie le confort, le coût et la proximité avec la nature, et donc de l'environnement dans lequel est inscrite l'offre d'hébergement marchand dans son choix. Dans un deuxième temps, et toujours dans cette introduction, c'est qu'on a mené un diagnostic de l'offre d'hébergement marchand au sein du CRT, un diagnostic de quel était au niveau qualitatif et quantitatif quel était l'état de cette offre en région Occitanie. Alors c'est un diagnostic évidemment qui s'appuie sur des états de données en 2019. Depuis 2019, il faudrait remener une étude pour voir quelles ont été les conséquences de la crise sanitaire sur l'offre d'hébergement marchand, en fonction également des destinations. Et donc on s'est rendu compte qu'il y avait d'une part un parc hétérogène en matière de qualité et de gamme. Ensuite, une mauvaise répartition territoriale de l'offre. On a une certaine typologie d'offre qui est très concentrée sur certains territoires. L'hôtellerie est par exemple très concentrée. Alors, il y a Lourdes et les métropoles. L'hôtellerie de plein air, et notamment l'hôtellerie de plein air 4 et 5 étoiles, est très concentrée, 90% sur la bande littorale. Et on a des difficultés dans cette répartition d'offres et d'offres de qualité sur les territoires. Alors qu'on peut avoir des destinations, et notamment des destinations en univers campagne et montagne, qui sont attractives, mais qui pâtissent dans leur fréquentation d'une offre d'hébergement qui n'est pas à la hauteur. On a également un manque de représentativité sur un certain type de produits. On voit que dans les domaines de l'hébergement d'itinérance, il y a vraiment énormément de choses à faire, que ce soit l'hébergement... Encore une fois, ce que je dis là sont des généralités et évidemment, il y a des différences en fonction des territoires. Mais on voit que sur l'offre d'hébergement en itinérance, il y a un certain nombre de différences et d'hétérogénéité. Sur les auberges de jeunesse, on voit également qu'il y a de l'hétérogénéité. Sur les nouvelles formes hôtelières type hostel, on voit que c'est en train de changer, mais qu'il y a encore des progrès à faire. Et de ça, on a pu identifier plusieurs enjeux, qui est d'une part homogénéiser l'offre en fonction des besoins territoriaux, donc vraiment avoir des actions en fonction d'analyse territoriale pour voir quels sont les besoins, les forces et les faiblesses de territoire en matière d'offre d'hébergement marchand. C'est de développer l'offre marchande, donc c'est ce que je viens de dire, en fonction des carences identifiées,
Et c'est faire de l'Occitanie une destination attractive en matière d'implantation pour les porteurs de projets exogènes, c'est-à-dire exogènes, ceux qui viennent d'en dehors de notre territoire. L'enjeu, pardon, excusez-moi. Le premier enjeu, c'est de rapprocher l'offre de la demande. C'est-à-dire comment, pour traiter ces porteurs de projets exogènes qui viennent de l'extérieur, comment on va d'abord prospecter pour aller les identifier ces porteurs de projets, et comment, d'autre part, on va aller identifier sur les territoires les potentiels fonciers et immobiliers sur lesquels on pourrait les installer. Cet enjeu numéro 1, c'est la question, et c'est l'enjeu fondamental et principal qui nous empêche d'avoir une stratégie d'attractivité efficace au niveau régional, c'est cette question de l'identification et de la pré-identification. Pourquoi ? Parce qu'on se rend compte qu'on a des porteurs de projets, on a des porteurs de projets qui parfois ont des capacités financières très importantes, avec plusieurs millions d'euros à la clé, mais qu'on n'est pas capable de les installer sur les territoires, parce que d'une part, on n'a pas identifier là où ils pourraient s'installer. D'autre part, on n'a pas anticipé, on revient à la thématique de convergence et de ce cycle de convergence, anticiper pour ne pas subir, on n'a pas anticipé, notamment dans les documentations d'urbanisme et dans les réglementations d'urbanisme, qui fait qu'on ne peut pas trouver et on ne peut pas donner de réponse à un porteur de projet qui a besoin de réponse tout de suite et pas dans les 3, 4, 5 ans. On ne peut pas donner de réponse immédiate aux porteurs de projet. Et face à ça, ça fait maintenant 2 ans qu'on travaille sur ce sujet-là, on se rend compte qu'on a eu une bonne dizaine de porteurs de projets qu'on a essayé d'identifier, qu'on a pu identifier, qu'on a essayé d'implanter, mais dont on n'a pas réussi à implanter à cause de ces problèmes de non-anticipation et de non-préparation au niveau des territoires pour l'implantation. Et donc cette question de l'identification foncière et immobilière, elle est fondamentale. Elle est fondamentale. Elle doit se réaliser en complémentarité ou en mutualisation, évidemment, avec l'ensemble des territoires. On ne peut pas le faire sans les territoires, parce que ce sont les territoires qui connaissent leurs spécificités et qui connaissent les coins, les lieux qui peuvent être les plus attractifs dans la stratégie de développement. Donc, on peut avoir deux... Pardon, ce n'est pas le Covid, hein, je vous rassure. On peut avoir deux manières d'aborder la chose. Soit on a un recensement systématique et exhaustif de l'ensemble des potentiels. Ce recensement systématique et exhaustif, ça voudrait dire d'aller sur tous les territoires, de noter où est-ce qu'il y a des terrains qui peuvent être affectés à un projet touristique, de noter où est-ce qu'il y a un immeuble qui peut être reconverti dans un projet touristique, de constituer une base de données au niveau régional ou au niveau territorial et de pouvoir aller promouvoir cette base de données au niveau des porteurs de projets. La difficulté de ce recensement très exhaustif, c'est que ça demande une énorme mobilisation territoriale, ça demande aussi une énorme mobilisation en termes de moyens humains et financiers et en termes aussi d'ingénierie territoriale sur les territoires, avec la nécessité de qualifier, de faire remonter et d'actualiser les informations sur cette base de données de terrains possibles pour aller installer des projets. L'autre fonctionnement, et ça c'est l'autre possibilité, et je vous disais, on soumet des propositions, c'est un fonctionnement par appel à projet auprès des collectivités. C'est-à-dire d'aller dire aux collectivités sur des questions ciblées, identifiez-nous vos sites potentiels pour pouvoir répondre et aller les promouvoir auprès de porteurs de projets. L'avantage, c'est que vous pouvez cibler les demandes et les types de projets recherchés, qu'il y a moins de mobilisation de moyens au niveau territorial et qu'il n'y a pas nécessairement... Le point négatif, c'est que vous n'aurez pas une banque de données territoriales avec une vision exhaustive des potentiels territoriaux. Donc ça, c'est le premier enjeu. Et cet enjeu, aujourd'hui, je ne sais pas personnellement y répondre. C'est-à-dire que ça va dépendre de la capacité des territoires à se mobiliser, de l'envie aussi des territoires à se lancer dans ce type d'action et de stratégie. L'enjeu numéro 2, c'est d'accompagner les porteurs de projets. Donc il y a 2 types d'accompagnement aux porteurs de projets. Je ne vais pas revenir sur le premier parce que encourager, accompagner la montée en qualité de l'existant, ça rejoint
la précédente mini-conférence sur toutes les actions qui sont déjà mises en place par l'ensemble des institutions sur la question de la montée en qualité. Et le deuxième sujet, qui est plus celui qui nous concerne, c'est de mettre en place un écosystème qui soit adapté à l'arrivée de nouveaux porteurs de projets et donc d'anticiper sur les territoires la capacité, par les réglementations, par aussi la mobilisation des techniciens, des élus sur le terrain, d'adapter à l'arrivée de nouveaux porteurs de projets. Ces porteurs de projets, qui sont-ils? Et ça, c'est donc vous avez vu ces deux premiers enjeux. La question, c'est est-ce qu'il ne faut pas pouvoir fonctionner par typologie de porteurs de projets? Alors forcément, on est caricatural quand on va rentrer dans les différentes typologies de porteurs de projets, mais ça permet de délimiter un champ et la manière de s'adresser à chacun. Cette stratégie, elle se compose environ de 4 types de porteurs de projets. On a d'abord des grands comptes et des PME du tourisme, on a des collectivités territoriales qui peuvent être porteuses de projets, on a ce qu'on appelle des insiders, j'y reviendrai après, et des in-commerce. Sur les grands comptes, comment on en tire des grands comptes et des PME du tourisme? Il faut savoir que les grands comptes et les PME du tourisme, finalement, elles n'ont pas vraiment besoin de nous. Elles n'ont pas vraiment besoin de nous parce qu'elles disposent souvent de leur propre chargé de prospection pour aller analyser des sites. Elles ont besoin de nous, pas forcément, elles peuvent avoir besoin de nous pour trouver des sites, mais il faut arriver à les convaincre de venir en Occitanie. Et il faut les convaincre de venir en Occitanie sur la base, et on revient à la question de la détection du foncier et de l'immobilier sur les territoires. Il faut arriver à les convaincre sur la base de fonciers d'immobilier qui ont déjà été identifiés. Et donc c'est tout l'enjeu pour les collectivités territoriales pour arriver à convaincre des grands comptes, c'est de venir aller identifier des potentiels pour après pouvoir aller les promouvoir auprès des porteurs de projets. Et donc quel type d'accompagnement on pourrait mettre en place pour ces porteurs de projets? Donc on peut avoir des accompagnements financiers et techniques de collectivités qui seraient volontaires. Ce sont des premières idées. C'est comment, je parlais tout à l'heure d'appel à projets auprès des collectivités, c'est comment est-ce qu'on peut avoir sur des territoires des friches touristiques, des hôtels qui sont à vendre depuis très longtemps et qui sont importantes, et comment ces collectivités volontaires qui sont prêtes à s'engager dans une démarche, on peut les accompagner pour aller à la fois financièrement, techniquement mener un projet, et aussi aller promouvoir ce projet pour trouver des investisseurs ou des exploitants. Les insiders. Les insiders, ils viennent du monde du tourisme. Ce sont des porteurs de projets qui viennent du monde du tourisme, donc qui ont une expérience dans le domaine du tourisme. Cette expérience, ils ont une expérience du secteur, ils ont du capital à disposition. Ils ont un besoin d'accompagnement plus poussé parce qu'ils sont à la recherche de biens sur les territoires, ils sont à la recherche de biens à reprendre et ils sont à la recherche aussi d'accompagnement, d'identification au dispositif d'aide et au montage de dossiers de subvention. Donc quel type d'accompagnement on peut mettre en place pour ce type de porteur de projet? Ça peut être de mettre en place avec les filières professionnelles des mécanismes par exemple de reprise anticipée en immersion de bâtiments dont on sait que dans 2 ans, 3 ans, ils vont bientôt partir à la retraite. Le propriétaire va bientôt partir à la retraite. Donc on essaye de faire venir de manière anticipée, avant la fermeture, un futur repreneur qui permet de reprendre la clientèle. Ça peut être aussi d'enclencher une stratégie de promotion régionale au niveau national pour attirer des personnes qui veulent s'installer en Occitanie. Donc c'est valoriser les territoires d'Occitanie pour venir développer des projets en Occitanie. Troisième type de porteurs de projets, on les appelle les in-commerce. Cette fois, on a des porteurs de projets qui sont en reconversion professionnelle, qui ont un projet qui est mûri depuis plusieurs années, mais qui ont peu d'expérience professionnelle dans le domaine du tourisme. Ces porteurs de projets-là, ils sont souvent écartés à cause de leur manque d'expérience professionnelle. Comment est-ce qu'on peut les accompagner pour favoriser leur arrivée dans le domaine de l'hébergement marchand et comment on peut les accompagner pour acquérir de l'expérience?
Ça peut être de créer un club de professionnels d'accueil des personnes en reconversion avec les filières pour leur permettre d'acquérir de l'expérience. Ça peut être de mettre en place avec l'ensemble des partenaires territoriaux des programmes de formation, d'information et de sensibilisation, notamment au métier du tourisme. Pourquoi ? Parce que souvent, on a des personnes qui voient le tourisme comme un idéal de reconversion, mais qui, après une saison ou après une année dans le tourisme, abandonnent parce que les contraintes horaires sont trop compliquées, parce que le rythme de vie est trop compliqué. Et c'est ce qui refroidit un peu l'ensemble des acteurs institutionnels à accompagner ces porteurs de projets-là. C'est également d'enclencher une stratégie de promotion au niveau national, et c'est de mobiliser aussi un réseau qu'on essaye de mettre en place depuis maintenant 2 ans. C'est un réseau au sein des institutions touristiques pour trouver des lieux d'implantation, et encore une fois, identifier les lieux d'implantation et les établissements à reprendre. Quatrième type de porteur de projet, ça va être les newcomers. Les newcomers, eux, on est plutôt encore dans un projet avec une idée de reconversion, avec une idée de projet, mais on a un projet peu cadré et qui répond à une envie de changement. Ce type de porteur de projet-là constitue environ 80% des porteurs de projets qu'on peut recevoir. Et la problématique, c'est qu'ils sont tout le temps écartés, ce qui est normal, puisqu'en général, ils ont peu mûri leur projet, ils ont peu de capital. Cependant, ça ne veut pas dire que dans ces typologies de porteurs de projets-là, il n'y a pas des porteurs de projets qui, dans 5 ans, dans 6 ans, dans 7 ans, constitueront de vrais atouts pour créer une offre d'hébergement marchand intéressante pour la destination. Et donc la proposition qui est faite, c'est aussi de pouvoir accompagner la formation et la maturation du projet pendant 3, 4, 5 ans, tout en permettant à la personne de continuer sa vie professionnelle, pour voir si on peut lui permettre d'arriver au bout et lui permettre de se développer et de sortir son projet. Et enfin, dernier porteur de projet, dernier type de porteur de projet, les collectivités territoriales. Et là, on est sur des porteurs de projets un peu particuliers. Souvent, on dispose d'un bien inutilisé, on dispose d'un bien vieillissant, et en ce moment, en Occitanie, on le voit absolument partout, notamment à travers d'anciens villages vacances, d'anciens centres de vacances qui tombent dans les mains de communes, parce que la crise sanitaire étant passée par là, on se retrouve avec un énorme patrimoine immobilier sur les bras. Et ces collectivités territoriales, on peut avoir aussi d'anciennes écoles, on peut avoir d'anciennes casernes, hein, on voit ça dans toute la région. Ces collectivités territoriales réfléchissent à leur stratégie de développement touristique à court, moyen et long terme et aux moyens de développer l'attractivité de leur offre. Et les moyens d'accompagner et les propositions pour accompagner ces collectivités territoriales, c'est déjà de les accompagner dans la connaissance de l'offre territoriale et de leur propre offre territoriale, de leur propre offre d'hébergement marchand. C'est quelque chose qu'on fait déjà, c'est-à-dire qu'on fait aujourd'hui au CRTL, on fait des diagnostics flash en partenariat avec les ADT pour des destinations qui veulent mieux connaître leur offre d'hébergement marchand. Ce sont la mise en place de méthodes et d'outils à leur disposition pour la mise en œuvre de leur stratégie en termes de formation ou de guide méthodologique. Et c'est de l'accompagnement opérationnel à la réalisation de projets d'hébergement touristique. Et là, on est sur des projets portés par les collectivités et comment on fournit de l'ingénierie territoriale avec les partenaires territoriaux, comment on fournit de l'ingénierie au service des communes, des communautés de communes, pour leur permettre de mener à bien un projet qu'ils ne savent pas nécessairement faire eux-mêmes. Donc voilà, ça c'était... Alors j'ai été un peu vite surtout, j'espère que ça n'a pas été trop confus, mais... Tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, on réfléchit, et c'est les propositions qui sont sur la table, on essaye de réfléchir à savoir quel est le meilleur moyen d'accompagner et de favoriser le développement d'une offre d'hébergement marchand. On essaye de résoudre une problématique qui est comment est-ce qu'on arrive, c'est ce qu'on n'arrive pas à faire aujourd'hui au niveau régional, comment on arrive à faire monter en qualité cette offre pour rendre attractives nos destinations. Est-ce que vous avez des questions ? Des
réactions, des contradictions, des propositions. Tout Orion. Oui? Ah non, j'ai cru voir une main. Est-ce que ce modèle et cette méthodologie de diagnostic flash tel que le présente Pascal et qu'il a expérimenté depuis 1 an et sur lequel on a des demandes qui sont assez importantes, c'est quelque chose qui fait écho à vos réflexions par rapport à vos problématiques effectivement de développement d'offres, que soit l'hébergement ou pas d'ailleurs, parce que finalement c'est une méthodologie qui est quand même assez duplicable. C'est la digestion. Je suis désolée, Pascal. Oui, on va dire ça. On est tombé dedans. On est tombé dans le créneau. Ces actions vont continuer, effectivement, parce qu'aujourd'hui, il y a des demandes qui font jour et qui permettent visiblement de rendre un service, en fait, d'identification, d'orientation, comme pour les qualifications, comme tu disais, effectivement, pour les destinations, leur organisation, à savoir quels investisseurs faire venir, quels opérateurs, comment s'ouvrir à des publics. Moi, ce que je propose, c'est qu'on communique sur les résultats de ces diagnostics flash, qu'on puisse les mettre à disposition dans un centre de ressources pour voir effectivement la lecture qu'ils donnent d'un territoire. Moi, ma question là-dessus, c'est est-ce qu'il y a des territoires qui ont besoin aujourd'hui d'ingénierie, d'accompagnement? Est-ce qu'il y a des territoires qui se retrouvent confrontés à des problématiques pour améliorer leur offre et analyser leur offre? Est-ce qu'il y a aussi des porteurs de projets qui se trouvent confrontés à des problématiques d'implantation? C'est ça aujourd'hui la question qui est posée et l'ensemble des questions qui est posée sur ces propositions, c'est de pouvoir trouver une dynamique collective ou trouver des cas d'usage pour l'accompagnement et pour le développement des territoires. Bonjour, Martine Tournarcourt, je suis au service tourisme de la métropole de Montpellier. Oui, je trouve que c'est très intéressant. Alors, je dirais, pour notamment aider à sensibiliser certains de nos élus sur les besoins. Et je pense notamment chez nous aux auberges de jeunesse et à toutes ces formes de nouvelles hôtelleries mixtes, auberges de jeunesse et services, on va dire. Donc moi, je suis intéressée pour voir ce que vous avez fait en matière de diagnostic flash et voir comment éventuellement on peut travailler ensemble là-dessus. Je sais qu'on avait déjà eu des contacts téléphoniques. Absolument, sur voilà. Sur l'ancienne auberge de jeunesse. Exactement. Mais il y a un sujet que vous abordez là et qui est très intéressant, c'est la question de la sensibilisation des élus. Et de manière générale, il y a la question des auberges de jeunesse, mais quand on parle de plans locaux d'urbanisme, par exemple, c'est la sensibilisation des élus, des techniciens à l'anticipation dans la réalisation des PLU, de possibilités d'intégrer des enjeux touristiques et des nouvelles activités touristiques dans leur planification. Donc là, vous avez vu un certain nombre de propositions, mais la question aussi peut-être d'un plan de formation ou de sensibilisation à la stratégie de développement touristique territorial à destination de techniciens, mais aussi, pourquoi pas, d'élus au tourisme des collectivités ou d'élus des offices de tourisme. Ça peut être quelque chose aussi qui peut être intéressant de mettre en place pour voir comment on peut faire ça. Le Lot. Ouais, du coup, Erwan du Lot. Bon, j'ai pas de questions à te poser, Pascal, parce que ces problématiques-là, on les a bien travaillées ensemble déjà. Juste peut-être un témoignage à apporter. On a tendance à dire qu'on ne peut pas faire boire un chameau qui n'a pas envie de boire. Et je pense qu'aujourd'hui, si les territoires ne se mobilisent pas, on aura du mal à
les forcer à faire. On s'en aperçoit chez nous, c'est pas forcément facile. Par contre, je pense qu'on peut faire un lien avec les scénarios prospectifs que vous avez présentés tout à l'heure autour du projet collectif. Est-ce que dans ces scénarios, du coup, dans le cadre de la gouvernance ou dans le cadre d'autres éléments, on ne peut pas à un moment donné avoir des plans qui vont aider les territoires à aller aussi sensibiliser les élus, les partenaires, enfin voilà, malgré nous, notre expérience en termes de mobilisation de nos partenaires institutionnels, du collectif d'office, du collectif de développeurs éco dans les com de com, de la CCI, on s'aperçoit qu'à un moment donné, voilà, il y a un gap. Enfin, on n'arrive pas à avoir cette réactivité, cette organisation, cette capacité à pouvoir déclencher rapidement des réponses, trouver des opportunités, etc. Donc voilà, c'est plutôt une proposition d'une solution. Est-ce que c'est peut-être pas intégré dans ces réflexions qui partiront du CRT avec l'aide de tout le monde, qu'on fera descendre après jusqu'au local? Cet impératif besoin de se dire il faut qu'on soit équipé pour répondre en fonction du porteur de projet ou des opportunités qui se présentent, voilà, qu'on soit équipé pour et qu'on s'arme pour le faire, quoi. Moi, je pense que c'est un vrai sujet. Et ce vrai sujet, c'est aussi quel est le rôle des institutions touristiques dans ces stratégies d'attractivité. Aujourd'hui, on voit qu'on a deux mondes un peu qui se croisent. On a le monde du développement économique qui dispose de process pour attirer des entreprises, mais plutôt des entreprises, et qui ne disposent pas nécessairement, ou à de rares exceptions, des connaissances du secteur touristique, des spécificités du marché, des spécificités des porteurs de projets. Et à contrario, on a des institutions touristiques qui disposent de la connaissance du marché, de la connaissance du secteur, mais qui n'ont pas ces process du développement économique pour attirer des porteurs de projets chez eux. Et aujourd'hui, c'est tout l'enjeu de ce type de problème, de stratégie. C'est comment il y a une dynamique collective avec l'ensemble des acteurs qui travaillent là-dessus, entre les agences de développement territorial, les offices de tourisme, les agences touristiques, les agences de développement touristique départementales et les chambres de commerce et de l'industrie. C'est comment arriver à trouver une dynamique collective qui permette d'avoir une meilleure approche. Parce qu'aujourd'hui, on est sur des taux de réalisation de projets qui sont extrêmement faibles. Et c'est dommage parce qu'on perd des projets de très grande qualité. Je vois Pascal là-haut chez Haddock qui m'avait envoyé un Belge qui voulait venir, qui voulait 15 sites. Il était prêt à investir 3 millions par site en Occitanie. On n'a pas réussi à en implanter un seul. Donc on perd en termes d'activité, on perd énormément de projets parce qu'il nous manque une dynamique collective et il nous manque aussi des définitions de compétences et qui intervient sur quoi. Et on a l'impression que le tourisme, en réalité, est dans cette zone grise entre le développement économique et la promo territoriale. Elle est dans cette zone grise qui fait qu'il n'y a personne qui fait vraiment des stratégies d'attractivité, de captation de porteurs de projets. Valérie Affre, donc Pays Cœur d'Hérault. Moi, je voulais témoigner parce que nous, on est porteurs du programme Leader et on avait fait un appel à projet parce que sur notre territoire, en fait, on manque d'hébergement de groupe. Les gens passent mais ne s'arrêtent pas longtemps puisqu'il n'y a pas assez d'hébergements qui peuvent les accueillir. Et en fait, cet appel à projet, finalement, on a eu des réponses, mais pas forcément ce qu'on attendait. Et pour rebondir, pour illustrer en fait ce que vous dites, c'est qu'effectivement, après, on aurait voulu aussi que tout ce qui était les communautés de communes, en fait, tous les secteurs économiques s'emparent du projet, en fait, qu'on travaille un peu plus. Et après, ça fait un peu le soufflet, un peu tomber, quoi. Donc, il y a des initiatives aussi territoriales, mais je pense qu'aussi, il manque un peu cet effet qu'on voit sur d'autres problématiques, cet effet réseau aussi, où il faut qu'il y ait une mouvance collective pour que les choses, la mayonnaise, elle prenne aussi. Oui, je disais juste qu'au niveau des départements, on n'a pas cette compétence de développement économique. Alors en fait, le développement touristique, c'est un peu schizophrénique, on le relie ou pas au DevEco, etc. Mais encore aujourd'hui, voilà, on n'a pas complètement cette compétence-là qui est dévouée plutôt aux collectivités ou à la région. Donc. Est-ce que ça vient en écho du réseau Invest Occitalité que tu composes, tu construis là ?
Oui, ça vient en écho sur le réseau qu'on essaye de construire, dont Erwan fait partie. C'est l'ensemble des acteurs territoriaux pour essayer de faire bouger ce réseau, de faire en sorte qu'il soit réactif aussi, qu'il fasse remonter des offres sur les territoires. Mais aujourd'hui, on voit qu'on n'est pas nécessairement dans une dynamique où chacun arrive à trouver sa place et dans une dynamique où on arrive à faire bouger les choses pour le rendre plus efficient. Donc c'est vraiment un enjeu, à mon sens, pour les prochains mois et les prochaines années. C'est d'arriver à... On parlait d'écosystème tout à l'heure dans la prospection et l'innovation. C'est comment on met en place aussi un écosystème d'attractivité. Comment on fait qu'au niveau régional, on arrive à sensibiliser, à former, à informer et à faire venir et à mettre tout le monde autour de la table pour pouvoir travailler ensemble. Juste un petit, pour rebondir sur ce que vous disiez, sur les problèmes institutionnels, qui fait quoi, etc. En fait, dans cette région, quelquefois, on s'aperçoit qu'il y a encore des progrès à faire par rapport à d'autres expériences. Et il faut l'exemple du Belge que vous citez, c'est exactement ça. C'est-à-dire l'investisseur, il fait un tour de table, il est pressé, il y a un phénomène d'attractif, et si on commence à dire allez voir un tel, et on voit que chacun prêche pour ça va pas, quoi. C'est pas du tout efficace. Donc je sais pas si vous avez tiré les leçons de ça en disant pour éviter que ça se reproduise. L'idée, c'est pas forcément d'être donneur de leçons pour dire il faudrait faire comme ça. C'est plutôt de trouver des solutions collectives. Et ce que vous dites, c'est pourquoi on n'a pas pu attirer ces investisseurs-là. C'est pas forcément parce qu'on n'avait pas les interlocuteurs sur le terrain. C'est parce que on n'avait pas anticipé la possibilité de faire venir des gens. Et aujourd'hui, on n'anticipe pas cette possibilité. Et on parlait tout à l'heure de transformation du tourisme. On parlait de transformation de l'offre touristique. Mais aujourd'hui, si on n'anticipe pas cette future transformation, si on n'anticipe pas l'arrivée de nouveaux projets plus en accord avec ce qu'on veut en matière de transformation du tourisme, en matière de tourisme durable, en matière de nouvelles formes d'hébergement, d'attractivité, de tourisme expérientiel, si on n'anticipe pas, aujourd'hui, ce qu'on est en train de faire, c'est pour être prêt dans 5 ans ou dans 10 ans, parce qu'aujourd'hui, on n'est pas capable d'attirer des porteurs de projets qui viendront transformer l'offre et qui viendront transformer nos territoires. Oui, je voulais juste témoigner dans mon ancienne vie et d'une initiative du réseau des grands sites de France sur le site du Salagou, qui a édité un guide des porteurs de projets parce qu'ils étaient extrêmement sollicités par des porteurs de projets. Et l'idée là était d'avoir un document un peu cadre qui avait été travaillé en collaboration avec les territoires, avec le département, pour justement dire quels projets étaient souhaitables sur un site et ceux qui ne l'étaient pas, parce qu'il y a aussi, en fonction du foncier, tu en as parlé, en fonction du cadre, etc., des projets qui ne sont pas souhaitables. Et donc ce guide avait vocation à la fois à clarifier tout ça et en même temps, du coup, à orienter vers, pour que ce ne soit pas le parcours du combattant, vers les bons interlocuteurs et du coup accélérer effectivement pour les bons porteurs de projets leur installation potentielle. Et alors bon, on est sur un réseau de grands sites de France, un syndicat mixte, mais je trouvais que l'initiative était déjà plutôt bonne. Voilà. Merci. Il y a notamment, et j'en profite qu'Erwan soit là, il y a le Lot, et Erwan a animé la démarche. Le Lot a travaillé aussi sur un guide de l'accompagnement et de l'accueil des porteurs de projets pour identifier les bonnes portes d'entrée pour chaque porteur de projet. Et l'enjeu du réseau qu'on essaye de mettre en place, c'est justement de pouvoir partager ces bonnes pratiques. On en parlait avec Erwan, l'idée c'est pas forcément que le guide reste dans le Lot, mais qu'il puisse être partagé sur tout le territoire. Donc c'est tout l'enjeu de ce réseau, c'est vraiment de voir comment on peut collectivement améliorer ces démarches et collectivement aller vers plus d'efficacité.
En termes d'outils, on peut parler aussi des projets, hein, pas de choses qui sont aujourd'hui effectivement, mais il y a ce projet de guide qui est en cours pour les collectivités, hein, qui est un guide effectivement pour optimiser l'usage finalement des biens fonciers bâtis des collectivités. Alors on est en train de travailler sur un guide méthodologique à destination des collectivités pour, leur permettre de prendre dans le bon sens les projets, se poser les bonnes questions dès le départ à l'origine du projet et de voir quels sont les outils à leur disposition pour justement, en termes d'urbanisme, mais aussi en termes d'outils pour chercher des porteurs de projets. On parle de la différence entre des appels à projets et des appels à manifestation d'intérêt. Il y a les outils aussi pour déléguer les sites dont elles ont la gestion, les délégations de services publics, etc. Donc on est en train d'essayer de monter ce guide méthodologique. Je reviens également sur les diagnostics flash. Ces diagnostics, ils ont pour vocation justement pour rebondir sur ce que disait Sophie, à accompagner la collectivité dans ses choix stratégiques. Ce n'est pas juste de faire une photographie de vous avez tant de chambres d'hôtel, vous avez tant de chambres d'hôtes ou tant de lits en hébergement de plein air. C'est de savoir quelles sont les carences et les forces et de voir comment on peut l'intégrer dans une stratégie de développement territorial plus large, dans une stratégie de développement de destination plus large et même de positionnement de la destination par rapport à son environnement direct et par rapport à sa nature propre. Oui, bonjour, Pascal Erhardt. Moi, je travaille dans l'agence d'attractivité ADOC sur un autre sujet qui est le tourisme, sur les implantations industrielles, mais sur le sujet attractivité. Et je vais vous relater, c'est juste un témoignage sur une expérience passée. Il y a quelques années, au niveau régional, moi, j'avais souvent des contacts avec des comptes étrangers qui voulaient investir en Occitanie, donc surtout dans l'industrie. Et parfois, il y a des gens qui nous disaient, nous, on veut acheter des resorts chez vous, des golfs, des grands domaines. Bref, on n'était pas tellement préparé à tout ça et on avait dit à la région, ce qui serait bien, c'est qu'on se fasse une petite cellule où on essaie de remonter dans tout ce qu'il y a de dispo en Occitanie d'un peu intéressant qui pourrait faire venir des investisseurs. Alors c'était très large comme démarche, c'était des campings, des sites un peu originaux, des sites extraordinaires, des sites en bord de mer, des anciens villages de vacances, bref. On avait reçu un nombre important d'offres de la part des collectivités. La région avait contacté toutes les collectivités, on avait dit, tiens, si vous avez un site, parlez-nous-en. On avait donné ça à nos amis d'Atout France, et ils avaient fait du nettoyage. On n'avait pas tout pris, parce qu'il y a des gens qui avaient un vieil office de tourisme bien pourri, ils voulaient qu'on leur paye la peinture pour la façade, ça ne nous intéressait pas. C'était pas l'objet. Par contre, il y avait pas mal de choses intéressantes qui sont sorties, et pas que sur le littoral ou sur les grandes villes. On n'était pas que sur des spots. Et je vous donne un exemple que j'ai traité avec quelqu'un qui travaille ici, parce qu'elle m'a demandé de parler de ce sujet. On avait levé différents sites, et au départ, il y avait à peu près 100-120 sites identifiés en Occitanie. On avait resserré, à la fin, on était à 40, et on avait fini à 20-25. Et ces 25 sites, ce qu'on avait fait, et moi, c'est ce que je fais dans mon métier sur l'industrie en général, on les avait packagés, ces offres. C'est ce que nous demandent souvent des investisseurs, c'est-à-dire la surface, la présentation du site, les potentialités, combien ça coûte, combien il faut mettre pour le remettre à niveau, bref, faire un produit qui est commercialisable et qui est intéressant pour un investisseur avec les plus, les moins. Et Atout France avait donné tous les éléments. Et on avait un petit camping qui était sur le Salagou, le camping des Vaillés, qui était un produit un peu vieillissant. La collectivité avait plus d'argent à investir dans ce camping. Et moi, je connaissais très bien le patron du groupe Utopia, que je voyais de temps en temps quand je me baladais à Paris ou ailleurs. Et il nous avait parlé de sa philosophie, ce qu'il recherchait. Alors, il faisait pas mal d'international, mais il nous avait dit, si vous avez des petites pépites, je prends. Donc nous, ce qu'on avait fait, tous ces sites qu'on avait packagés, on avait fait des fiches qu'on avait numérisées, qu'on mettait sur Internet, sur des sites, et que chaque fois qu'on allait à l'étranger ou à droite, à gauche, on les proposait à des investisseurs quand il y avait des conventions. Et quand on a fait ça, on a eu pas mal de boîtes étrangères qui ont regardé l'Occitanie parce qu'ils se sont dit, ouais, c'est marrant, ils ne connaissaient pas bien, mais il faut venir avec une offre nickel. Donc c'était bien formaté, bien packagé. Et on n'avait pas peur de parler d'argent parce que parfois c'est tabou, on nous disait, voilà, ce site il vaut 2 millions, 3 millions, 4 millions, mais il faut en remettre 5 parce qu'il est pourri. Et comme ça, ils travaillaient leur modèle économique. Et ce qui s'est passé avec Utopia, c'est quand on avait les gens d'Utopia, et après c'est Sophie qui a traité le dossier en local, nous on était l'agence régionale, on avait des contacts à l'extérieur, on avait des relais locaux, et l'intérêt de la démarche, c'est que ça a été vachement bien structuré, c'était très simple. Parce que formater des offres pour des clients, c'est pas très dur, ça prend un peu de temps, ça ne demande pas beaucoup de moyens. Et dans ce métier, si on veut attirer des boîtes, il faut des choses carrées, précises et très simples, et un réseau très dense.
Et nous, notre réseau, c'était peut-être 200 contacts PCI en Occitanie. Donc chaque fois que moi j'ai un dossier qui rentrait, je le balançais dans ce réseau des 200 contacts. Alors ceux qui étaient intéressés, ils répondaient, ceux qui ne l'étaient pas ne répondaient pas. Hier, j'ai envoyé à Pascal, j'ai un groupe anglais que j'ai vu il y a 2 ans qui veut faire des hôtels urbains. Bon, les hôtels urbains, c'est la grande mode en ce moment, les petits hôtels pas chers. Bref, je vous donne la problématique. Si j'envoie ce dossier à la métropole de Montpellier ou à Toulouse, il y a trop d'hôtels dans ces 2 métropoles, ils ne vont pas traiter, ils s'en foutent royalement. Donc nous, notre idée, c'est de dire, est-ce qu'on peut réorienter ces gens vers des villes un peu plus petites? Est-ce que ça va les intéresser? Mais on a besoin d'un réseau avec des gens qui répondent vite et qui connaissent l'offre disponible, les petits hôtels 2 étoiles qui sont vieillissants, où les gens n'ont pas d'argent à investir. Vous voyez, et la démarche qu'on essaye de lancer avec Pascal et ses collègues, c'est ça, c'est de fédérer, faire remonter des offres, packager et proposer à des investisseurs. Alors les résultats, ce n'est pas délirant. Hein. Quand on a 120 offres, qu'on en sort 20, on a peut-être réussi 2-3 dossiers. C'est pas non plus, je ne vais pas vous mentir. Moi, je travaille sur l'implantation industrielle. Chaque année, il y a 500 contacts projets qui rentrent en Occitanie. On en traite 250, on en réussit 50. Vous voyez, ça descend très vite. Et on reste néanmoins la 3e, 4e région de France en termes d'attractivité. Voilà, c'était juste pour vous faire part d'un témoignage sur le sujet, et c'est des idées qu'on partage beaucoup avec nos collègues. Oui, avant de clôturer, parce que je vois Jean qui fait le maître du temps, donc je fais vite. C'est vraiment le dernier mot. C'est pour arriver à ce que ça fonctionne. Je pense qu'on a besoin de toutes les énergies sur tous les territoires. Et on a besoin de tout le monde et de tous ceux qui sont intéressés, qui ont des enjeux d'attractivité et qui veulent développer leur offre. On a besoin de tout le monde pour nous aider à constituer ce réseau et nous aider à le rendre plus efficient, plus efficace. Il y a une toute dernière question apparemment, Jean. Oui, merci. Excusez-moi. Donc, je remercie monsieur d'avoir donné cet exemple-là. Je voulais réagir par rapport au premier enjeu où vous disiez finalement c'était une proposition entre soit l'identification exhaustive, soit une démarche d'appel à projet. Je pense qu'en fait, là, typiquement, c'est vraiment les deux. Et juste ce que je voulais dire, c'est qu'en effet, on a peu les élus locaux qui sont dans ces séances, dans ces types de réflexions. Et il y a aussi des peurs, probablement, qu'il faut lever auprès des élus locaux pour ensuite pouvoir recueillir les espaces disponibles et éventuellement pouvoir avoir cette démarche auprès des porteurs de projets. Voilà. Merci beaucoup. Bon, merci à toutes et à tous.